Bonsoir à tous, bienvenue dans Ça vous regarde, une heure de débat politique. Ce soir, on revient sur la visite de Manuel Valls en Algérie. Le Premier ministre français a choisi de privilégier l'avenir de la relation stratégique entre Paris et Alger à l'occasion d'une visite boycottée par des médias français pour protester contre le refus d'accréditer des journalistes. L'occasion de revenir sur les relations entre la France et l'Algérie, des relations qu'on qualifie souvent de passionnelles, c'est un peu je t'aime, moi non plus. Depuis 2012, la France soigne l'Algérie, son partenaire indispensable dans le domaine de la lutte antiterroriste. Cette politique crée un climat favorable aux affaires, mais il y a nombre de blocages qui demeurent. Il y a le contexte économique, une Algérie dépendante du gaz et du pétrole, l'effondrement du prix des hydrocarbures crée de grosses tensions et fait même craindre de ce côté-ci de la Méditerranée une vague d'immigration en provenance de l'Algérie. Fantasme ou réalité. En tout cas, les destins des deux pays semblent liés par l'histoire, mais pas seulement. On en parle avec vous via notre site lcp.fr. Hashtag CVR, ça c'est pour les tweetos. Et enfin, notre compte Facebook pour être tout à fait complet. On en parle surtout avec nos invités. Nous ont rejoint sur ce plateau Sid Ahmed Rosali. Bonsoir. Sid Ahmed Rosali, que je remercie vivement d'avoir accepté notre invitation, surtout que vous venez directement d'Alger. Alors, une carrière brillante, ancien patron de la Sonatrach, l'entreprise des gaz et pétrole en Algérie, ancien ministre des Finances, des Affaires étrangères et ancien Premier ministre d'Algérie. C'était en 1991-92 sous la présidence de Chedli Benjedid. Vous ne vous êtes pas présenté... Et Boudia. Et de Mohamed Boudia, de feu Mohamed Boudiaf. Vous ne vous êtes pas présenté aux dernières élections présidentielles en Algérie pour ne pas cautionner, je vous cite, une mascarade. Vous êtes l'auteur de Questions d'État, paru aux éditions Casbah, où vous racontez l'Algérie post-indépendance, les événements de 88, l'interruption du processus électoral. Vous faites surtout la part belle au pétrole et à la création de l'entreprise phare en Algérie, Sonatrach, le gaz et le pétrole, véritable poumon de l'Algérie. Face à vous, Yves Bonnet, bonsoir. Vous êtes haut fonctionnaire, homme politique, ancien patron de la DST, la direction de la surveillance du territoire, nommé par François Mitterrand. Vous aviez été député de la Manche sous les couleurs de l'UDF. Vous connaissez très bien l'Algérie, les relations franco-algériennes n'ont pas de secret pour vous, si je puis dire. Vous avez initié des relations de confiance avec le DRS, les services secrets algériens. Votre dernier livre, Le berger de Togourt, que je présente ici, Vérité sur les moines de Tibérine, paru aux éditions Casbah édition, toujours la même maison d'édition algérienne. C'est bien sûr à propos de l'assassinat des moines trappistes de Tibérine en 96. Ossine Malti, bonsoir, vous êtes ingénieur algérien, ancien vice-président de la Sonatrach, la major africaine, la compagnie nationale d'hydrocarbures. L'Algérie malade de son or noir, ce constat clinique, Ossine Malti, vous le dressez avec un regard de praticien aguerri dans Histoire secrète du pétrole algérien, paru aux éditions La Découverte. 98% des importations du pays sont couverts par les recettes procurées par le gaz et le pétrole. Vous racontez, sans verser dans le pamphlet, comment, au fil des années, comment le pétrole et le gaz sont devenus la proie d'une corruption grandissante, avec la mainmise aussi des compagnies américaines. Enfin, Nicolas Beau, bonsoir, vous êtes journaliste et écrivain. Vous avez notamment travaillé pour Le Monde, Libération, Le Canard enchaîné. Un bon connaisseur du Maghreb, de l'Afrique de l'Ouest. Vous êtes le fondateur du site d'information et d'enquête Monde Afrique, où vos articles sur l'Algérie, les coulisses de sa classe politique, de ses décideurs sont racontés, très suivis, me dit-on, de l'autre côté de la Méditerranée. Vous êtes l'auteur de La Régente de Carthage, Main basse sur la Tunisie, aux éditions La Découverte, Le vilain petit Qatar, aux éditions Fayard, ou Papa Hollande au Mali, aux éditions Ballan. Merci à vous quatre d'avoir accepté mon invitation. Pour commencer, je voulais on regarde ensemble cette image qui se passe de tout commentaire, des images qui nous mettent quand même mal à l'aise. Manuel Valls reçu en audience par Abdelaziz Bouteflika, c'était hier à Alger, à Zeralda plus précisément, sa résidence. Un président algérien très diminué, hagard, le regard perdu, quasi spectral. Il ne s'agit pas de tourner en dérision l'image d'un homme âgé et malade. Personne de normalement constitué ne pourrait le faire. Le souci, c'est que cet homme est président de la République algérienne démocratique et populaire. Il dirige un pays de 40 millions d'habitants. Sid Ahmed Rosali, elle vous inspire quoi, cette image? Non, mais d'abord, ce qu'elle inspire à tous les Algériens, c'est la compassion pour un homme qui, semble-t-il, je dis bien semble-t-il, traverse des moments difficiles sur le plan de sa santé. Mais pour moi, si je devais choisir un sentiment dominant, c'est qu'elle incarne cette image, combien est grande la difficulté de l'Algérie à rentrer dans l'état de droit.
Et si vous faites l'analyse de tous nos problèmes, vous allez toujours remonter à ce problème, à cette origine, à cet art institutionnel, depuis Et l'indépendance. sur le cas précis du président Bouteflika, Le cas précis, on a parlé de... On en parle depuis qu'il a eu un AVC, mais en fait, il a été très malade depuis 2005. Donc, la question de la maladie du président... On a parlé d'atteinte au prestige et à l'honneur de l'institution de la présidence de la République. Est-ce que ça, c'est pas une atteinte au prestige et à l'honneur du président de la République de le montrer comme ça? Non, mais ceux qui parlent d'atteinte, il faut voir de qui c'est. Ceux qui parlent d'atteinte au prestige de l'Algérie, le prestige de l'Algérie est précisément et terriblement atteint par le fait qu'on a un président qui n'est pas président, qu'on a un président qui est censé être élu par le peuple, mais qui n'a pas été élu par le peuple, n'a jamais été élu par le peuple. Donc, et qu'on a un président qui manifestement, en tout cas selon les apparences, n'a pas les moyens de gouverner, et pourtant l'Algérie est soi-disant gouvernée. Je rappellerai, et ça, on Très en parle rapidement, pas. parce qu'on fait le tour de table. Je rappellerai qu'en 17 ans de gouvernement, il y a eu 17 gouvernements. M. Bouteflika a nommé 17 gouvernements. Ça, les gens ne le soulignent pas assez quand ils parlent des remaniements auxquels on assiste, au DRS. Yves Bonnet, cette image d'un président Elle très diminué. Elle illustre incontestablement la difficulté qu'ont les hommes d'État à quitter le pouvoir et surtout à se choisir ou à aider à la désignation d'un successeur. Maintenant, nous, Français, est-ce que nous avons vraiment le droit de donner des leçons à qui que ce soit? Nous avons connu dans un passé récent des présidents qui étaient sur la has-been, hein, enfin, nous avons connu la fin du président Pompidou, la fin du président Mitterrand. Nous avons connu ces périodes de déshérence où, heureusement, derrière, il y a un Premier ministre qui fait bien la tâche. Bon, Facile Malti, c'est un tout mot ce qu'on peut dire. sur ces images que vous venez de voir. Moi, ce que je dirais, c'est que le dommage de cette image en revient plutôt à ceux qui l'ont choisi, ceux qui l'ont mis, qui l'ont installé ici, et particulièrement lors du dernier renouvellement pour le 4e mandat. Qui Qui Vous parlez de qui Je parle d'un ensemble de forces qui gouvernent l'Algérie aujourd'hui. Alors on est toujours très flou, on ne sait pas qui se cache derrière. Des clans, son frère Saïd Bouteflika, c'est... Entre autres, il n'y a pas que lui. On ne sait pas qui, mais ceux qu'il désigne ne sont certainement pas ceux que la Constitution désigne comme devant gouverner l'Algérie. C'est ça le problème de l'Algérie. Nicolas Beau, un Je commentaire. crois que le président Bouteflika est dans l'état intellectuel, mental de celui de François Mitterrand à la fin de son 2e mandat, 93-94, à une grande différence près. Pourtant, Laurent Fabius parle d'une grande alacrité. Non, mais ça, bon, il fait ça. C'est de la diplomatie, c'est du du... travail diplomatique. Mais non, ce qui est grave, c'est qu'il ne parle plus. Il n'a plus parlé au peuple algérien depuis 2012. Et donc, ça devient un pouvoir totalement en apnée. Et en plus, dans une situation très difficile, dont on reparlera, crise économique très grave. Et il n'a plus, effectivement, les moyens aujourd'hui physiques, intellectuels, de répondre aux situations d'urgence qui sont celles d'Algérie. Une Algérie en apnée, un pouvoir totalement autiste. Alors, retour sur la visite de Manuel Valls, accompagné d'une dizaine de ministres en Algérie. Une visite boycottée par plusieurs médias français après le refus d'Alger de délivrer des visas. Bastien Bonnefou, du Monde, et Hugo Clément, du Petit Journal. Rien ne doit entraver la relation d'exception entre Paris et Alger, a dit Manuel Valls. Le reportage de François Goulin. Il venait pour discuter gros contrats, mais la polémique a éclipsé le business. Manuel Valls a dû lutter contre l'incendie médiatique créé par le refus des autorités algériennes de délivrer des visas aux journalistes du Monde et du Petit Journal. Mais le Premier ministre a pris garde de ne pas froisser son homologue algérien. J'ai déjà eu l'occasion d'exprimer mes regrets. C'est une décision des autorités algériennes. Les messages sont passés. Tournons-nous vers l'avenir, de manière respectueuse des uns et des autres. Plusieurs médias français avaient boycotté le déplacement de Manuel Valls par solidarité, comme Le Figaro, Libération ou France Inter. Le gouvernement algérien s'est défendu de vouloir intimider la presse. Sachez qu'en Algérie, beaucoup d'efforts, énormément d'efforts ont été faits pour préserver la presse et la liberté d'expression.
Un discours bien loin de la réalité pour ce journaliste de Canal+. Jean-Baptiste Rivoire est interdit d'Algérie depuis 1997 pour s'être intéressé de trop près aux agissements du pouvoir. Les techniques des autorités pour faire pression sur les journalistes, il les connaît par cœur. Il y a des tas de stratagèmes qui ont été mis au point pour empêcher la presse de travailler, parce que si la presse travaille, les vérités vont être découvertes. Alors ça va de je te refuse le visa, je te fais miroiter le visa, je te le donne pas selon que tu es gentil. Quand tu viens en tant que télé, je te colle des escortes qui font que tu peux pas parler librement à la population. Moi j'ai travaillé sous escorte en Algérie, c'est insupportable. Les escortes menacent les gens qui voudraient peut-être vous parler. Elles font peur aux témoins. Moi j'ai connu aussi des faux témoins balancés devant les caméras de télé étrangères. Alger est en permanence engagé dans une espèce d'action pour intoxiquer l'opinion et empêcher que l'information circule. Et donc le libre exercice de la liberté de la presse est incompatible avec ça. La santé d'Abdelaziz Bouteflika est également scrutée à la loupe par les censeurs algériens. Seuls des morceaux choisis de sa rencontre avec Manuel Valls dimanche ont été diffusés dans le pays. Les images du président algérien qui apparaît très fatigué ont été coupées au montage. Voilà, reportage de François Goulin. J'ai envie de vous demander, est-ce qu'on n'assiste pas là à un cas pratique, de réel politique de la part de la France, hein. Je vis en Algérie, signer mes contrats, et la liberté de la presse, hein, le refus de visa pour les journalistes, hein, ça passe après. Ce sont des petits problèmes, comme le dit Manuel Valls. Moi, je crois pas. Il y a d'abord de la part du président de la République, je suis pas un flatteur, hein, mais il y a quand même un réel souci de se rapprocher de l'Algérie. N'oublions jamais que le lendemain même de son investiture comme candidat du Parti socialiste à la présidentielle, il a accompli ce geste très peu populaire en France d'aller jeter une gerbe dans la Seine à l'endroit où avait eu lieu le massacre du 17 octobre 1961. C'était un geste courageux. Bon. Et depuis, François Hollande n'a pas dévié de cette ligne résolument pro-algérienne. Bon, ça, indiscutablement, il rompt avec ses successeurs qui, eux, avaient des relations franchement délicates, si ce n'est difficiles, avec l'Algérie. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que pendant les années difficiles, la décennie noire, la presse française, elle a quand même cartonné sur l'Algérie, à une exception près, l'Humanité. Hein. Moi, mes camarades communistes, je ne suis pas, je me suis toujours très bien entendu avec eux parce que ils avaient une ligne simple et proche de la vérité. La presse française a cartonné, y compris le Figaro d'ailleurs. Et évidemment, nos amis algériens qui sont plus que susceptibles, ils sont ultra chatouilleux. Eh bien, ils ont de la mémoire et ils n'ont évidemment pas oublié tout cela. Et par conséquent, et par ailleurs... Mais sur la liberté de la presse et ce refus de visa, c'est pas nouveau. La liste est longue. On a vu Jean-Baptiste Rivoire de Canal+, et citons José Garçon, de journaliste à Libération, interdit de visa en Algérie dans les années 90, à cause du qui tue qui. Florence Baugé au Monde, Thierry Tulier de France 2 dans les années 2000, à qui on a longtemps refusé des visas pour l'Algérie. Il y a eu des journalistes algériens, correspondants, qui ont été entravés dans leur travail. Ariski Ait Larbi du Figaro. Oui, moi-même, j'ai travaillé pendant 4 ans en Algérie sans autorisation. On m'a refusé l'accréditation parce que j'avais envoyé un sujet qui déplaisait. On a travaillé au noir. Je me plains pas, on joue pas aux victimes. C'est le risque du métier. Mais est-ce que... Il n'y a rien de neuf sous le soleil d'Alger. Ça a toujours été comme ça, Nicolas Beau. Est-ce que vous pouvez travailler en Algérie ? Non, moi je peux pas me rendre en Algérie, alors que le site que j'ai créé a été tour à tour accusé d'être pro-DRS, les services algériens, maintenant pro-Bouteflika, etc. Donc on a une ligne au minimum pluraliste. Pro-service secret français aussi. Enfin, toutes les accusations possibles. Mais en fait, non. Alors, le paradoxe, c'est que c'est beaucoup plus difficile pour un journaliste français à l'étranger de travailler en Algérie que pour un journaliste algérien, où il y a, malgré tout en Algérie, une certaine marge de manœuvre, on va dire, pour le journaliste algérien. Il y a une presse... Dans la presse écrite. La presse écrite, entre la presse arabophone, la presse francophone. Oui, il y a vraiment des débats assez durs. Et d'ailleurs, le pouvoir essaye mais n'y parvient pas actuellement de couper la manne publicitaire, par exemple, pour un journal comme El Watan, qui est ce qu'on fait de mieux aujourd'hui en Algérie. Et on trouve des vrais journalistes en Algérie, donc qui ont des moyens de travailler. Et bizarrement, je ne comprends pas pourquoi les pouvoirs successifs, c'est pas seulement Bouteflika, c'est tous les pouvoirs qui sont succédés en Algérie, ont eu toujours cette appréhension face aux journalistes étrangers. Et c'est très dommageable, parce que du coup, quand vous êtes extérieur, vous êtes à Paris, vous voyez les opposants, vous voyez ceux qui ne sont pas satisfaits, qui ne sont pas contents, et vous déplacez le curseur forcément négativement pour l'image de l'Algérie. Donc c'est se tirer une balle dans le pied de la part du pouvoir algérien
Sid Ahmed Rosali, si vous aviez été à la place d'Abdelmalek Sellal, vous auriez refusé le visa aux journalistes du Monde et du Petit Journal? J'ai été bien avant lui à sa place. Oui. Ministre des Affaires étrangères qui a accordé les visas, et au même moment, dans le même gouvernement, qui a accordé les visas, et le ministre de l'Intérieur qui a renvoyé les journalistes auxquels ils accordaient les visas. Donc, si nous sommes en train de parler des libertés fondamentales, et notamment de la liberté de la presse, les choses sont simples, il n'y a pas 1000 commentaires à faire. En Algérie, il y a les textes, c'est-à-dire la Constitution, qui reconnaît la liberté d'association, la liberté d'expression, la liberté de conscience, etc., etc. Il y a le discours politique qui dit la même chose, mais il y a la réalité qui est exactement le contraire. C'est ça qui réside la difficulté à comprendre l'Algérie. C'est qu'il y a une opposition totale entre le contenu des lois et des discours politiques. Et je suis le président d'un parti qui est approuvé par la loi depuis 15 ans et qui est interdit de fait, le Front démocratique, et qui est interdit de fait par le gouvernement. Donc, il n'y a pas à se tortiller les méninges. Nous ne sommes pas, c'est ce que je disais, nous ne sommes pas dans un état de droit. C'est-à-dire où il y a la conformité entre les textes, les lois, le discours politique et la réalité. Alors maintenant, il me semble que vous avez abordé, vous avez voulu aborder au-delà de cela, la question à travers ces histoires de visa. La liberté de la presse. Les relations algéro-françaises, si vous voulez. Non, on va l'aborder. On va aborder dans une deuxième partie. Là, on reste sur la liberté de la presse. C'est pas compliqué. En tant qu'ambassadeur d'Algérie en France en 1992, j'ai participé à un talk show présidé par Michel Pollack. Il y avait Renard, le nouveau transfert du FN, qui me disait... Robert Ménard. Me dit, monsieur... Reporter sans frontières, à l'époque. Il y a eu la censure d'un journaliste. Il m'a dit, mais monsieur, ça ne se fait pas en démocratie. Mais je lui ai dit, mais qui vous a dit que l'Algérie était une démocratie? Le problème est là. Donc il faut le voir en face, c'est tout. Et c'est le problème central de l'Algérie. Moi, je crois qu'il y a quand même, je suis tout à fait de l'avis de Nicolas Beau. Je pense qu'il y a une dichotomie là, entre, effectivement, le traitement réservé aux journalistes étrangers, surtout les Français, parce qu'ils sont amis algériens, tu le sais bien, vous êtes beaucoup plus susceptibles à l'égard au sujet de ce qui se dit à Paris que ce qui se dit à Washington. Et la presse algérienne qui jouit quand même d'une assez grande liberté. Bon, on lit les articles, la critique, elle est parfois même un peu outrancière de la part de certains journalistes, ce qui est normal, ce qui est leur droit. Maintenant, quand M. Rivoire ou Mme José Garçon viennent se plaindre, ils récoltent ce qu'ils ont semé. Car M. Rivoire, moi j'en parle dans mon livre, a quand même eu sur un certain nombre de sujets, dont les moines de Tibérine, des positions qui sont pour le moins scandaleuses. Il accusait l'armée algérienne d'être derrière. Je me permets de t'interpeller sur ce point-là. Tu connais bien les Algériens, ils sont très chatouilleux et ils n'aiment pas les ingérences étrangères. Mais nous ne sommes pas dans un cas d'ingérence, parce que dans le nouveau partenariat depuis Barcelone, dans le nouveau partenariat entre l'Algérie et tous les pays européens, et donc la France, il y a que l'état de droit est inscrit comme un pilier de ces accords. Et que lorsque, moi, Algérien, je vous fais des remontrances sur l'état de droit chez vous, je ne m'ingère pas dans vos affaires, je me réfère à un contrat entre nous. Nicolas Beau, on met en cause vos collègues, là, directement? Je veux dire juste un mot sur sur le prétexte que le pouvoir algérien a trouvé pour refuser les Je vais vous le montrer, regardez. du Monde. La fameuse une du Monde qui a provoqué la colère du président Bouteflika ou de ses proches. Si on peut voir la une du Monde, voilà, Bouteflika aux côtés de Vladimir Poutine ou de Mohamed VI. Bouteflika, alors que son nom n'est jamais cité dans l'affaire. C'est plutôt ses proches qui sont mis en cause, dont le ministre de l'Industrie, Abdeslam Bouchouareb, qui aurait détenu des sociétés établies au Panama, selon le journal Le Monde. Donc pas de Bouteflika. Non, on aurait pu mettre la photo du président Hollande parce que M. Bouchouareb est connu pour représenter à Alger les intérêts français. Il a un très bel appartement qui donne sur les bords de Seine et il est vraiment l'homme des Français à Alger. Donc le Monde aurait dû mettre la photo de François Hollande. Non, mais, il y a d'autres unes qui n'étaient pas tendres avec l'Algérie. Regardez, la presse française n'a pas été tendre avec le président algérien. Regardez ce dossier spécial paru il y a quelques semaines dans le Parisien aujourd'hui en France. L'Algérie ne sait pas où elle va, explique votre quotidien. Un président malade et muet, une économie mal en point. L'Algérie navigue à vue.
et la France surveille de près l'évolution de ce pays incontournable dans la lutte antiterroriste. L'opinion, il y a quelques jours, l'Algérie, un pouvoir en apnée, rien que ça. Est-ce que la presse française est injuste, voire catastrophiste en ce qui concerne l'Algérie ? La presse française adore le Maroc. Hein. Il est vrai que la mamounia, c'est pas fait pour les chiens. Elle adore la Tunisie. Elle a toujours fait une fixation sur l'Algérie pour traiter les affaires algériennes comme celles de n'importe quel pays, si ce n'est ou non, pas exactement, parce que l'Algérie est plus proche de la France que n'importe quel autre pays du Maghreb. Écoutez, moi, je ne me focalise pas sur la presse française, parce que finalement, comment lui ferais-je des reproches quand elle est aussi éloignée de la vérité que la presse algérienne sur l'Algérie, si vous voulez. Donc le problème, maintenant, si on se place du côté du pouvoir, et j'ai entendu Nicolas Beau parler tout à l'heure de se tirer sur les pieds, c'est le pouvoir finalement est en train de se tirer sur... Parce que s'il acceptait tous les journalistes, s'il n'accepte aucun journaliste ou s'il censure les journalistes, eh bien ils auront tendance à dire du mal, même ceux qui n'ont pas... Et si vous acceptez 1000 journalistes sur 1000 journalistes, s'il y en a 600 qui disent du mal, il y en aura 400 qui diront du bien. Rosine Malti, on vous a pas entendu. Moi, j'aurais juste 2 mots à dire sur cette histoire. On a mentionné que dans la presse algérienne, on pouvait pratiquement tout dire. Il n'y a pas de véritable censure. Mais par contre, dès qu'il y a une petite critique dans un journal français ou un journal étranger, hop, tout de suite, c'est le branle-bas de combat à Alger. Parce que le pouvoir algérien a peur de l'image qu'il donne à l'étranger. Et alors, à partir du moment où un journal... C'est-à-dire, l'image qu'ont les journaux de son propre pays s'y intéressent pas, c'est l'image donnée à l'extérieur qui intéresse le régime algérien. Exactement. Et donc, dès qu'il y a une petite critique, hop, c'est tout de suite une incursion dans les affaires internes du pays. C'est la main de l'étranger. Et plus crûment, il se fout de l'image qu'il donne à sa propre opinion. D'ailleurs, le président algérien n'a accordé aucune interview à sa presse nationale, aux Algériens. Jamais. Pourquoi ? Vous vous expliquez ça comment ? C'est une marque de mépris total vis-à-vis de l'opinion, vis-à-vis du peuple. C'est tout. C'est tout. Et tandis que les interviews qu'on donne à l'étranger, c'est pour la com, pour soigner sa communication, ce qui est tout à fait illusoire. On ne trompe pas le monde occidental par des opérations de com. Il est beaucoup plus fort que nous en communication. Très rapidement, on va passer au dossier. Un détail. Lorsque j'étais directeur d'un DST, il y a 30 ans, j'avais proposé que un certain nombre de catégories socio-professionnelles d'Algériens soient dispensées de visa, parmi lesquels les journalistes. Et je l'avais proposé au ministre de l'Intérieur de l'époque, en disant ça c'est une mesure de libéralisation, les Algériens suivront ou ne suivront pas, mais nous dans une période comme celle que nous connaissons... C'est largement vrai, les journalistes algériens viennent facilement à Paris. Voilà, oui, mais ils doivent quand même avoir des visas. Mais supprimons les visas. Généralement, ils leur sont accordés. Vous serez bien d'accord avec moi que ça serait mieux de supprimer les visas pour les journalistes de manière générale, et singulièrement entre nos deux pays. Oui. Messieurs, passons maintenant aux choses sérieuses, comme dirait un ancien présentateur algérien. La visite du Premier ministre, ça vous rappelle des souvenirs ? El Hachmi Souami, je crois qu'il s'appelait. Oui. La visite du Premier ministre français intervient dans un contexte de crise économique. L'Algérie connaît un coup de frein de son taux de croissance et du fait de l'effondrement du prix du pétrole, ce qui pénalise son commerce extérieur et sa consommation. Notre reportage avec les analyses de Smaïl Goumeziane, c'est un ancien ministre du commerce extérieur, Francis Perrin, spécialiste gaz et pétrole, et Jean-Pierre Chevènement. Regardez. À son indépendance en 1962, l'Algérie était plus riche que la Corée du Sud. Les dirigeants politiques étaient pour une grande partie les mêmes qu'aujourd'hui. Ici, Abdelaziz Bouteflika, jeune ministre des Affaires étrangères dans les années 60. Aujourd'hui, plus de 50 ans après, Alger pointe au 94e rang mondial en termes de développement. Séoul, lui, est à la 14e place. Que s'est-il passé ? En 50 ans, pratiquement rien. Un système rentier qui dure, le financement des dépenses publiques par les revenus du pétrole et du gaz, pas de diversification de l'économie. Aujourd'hui, les prix du gaz et du pétrole sont historiquement bas et c'est toute l'économie algérienne qui tousse. Une potentielle bombe à retardement. La crainte, si les cours restent bas, c'est l'émergence de très fortes revendications sociales qui entraîneraient une crise politique. Selon d'autres experts, on pense qu'au niveau des réserves d'argent que nous avons, on pourrait tenir entre 6 et 12 mois.
Maintenant, à partir d'aujourd'hui? À partir d'aujourd'hui, ce qu'il faudrait donc, c'est, et d'aucuns y pensent déjà, y compris au niveau des autorités, on pense d'ores et déjà à des possibilités de recourir à l'endettement interne ou à l'endettement externe. Avec la baisse du prix du pétrole, les experts prévoient une remontée du chômage, une baisse du pouvoir d'achat et des difficultés d'accès à la protection sociale. Pour en finir, des spécialistes préconisent de mettre fin au tout pétrole et gaz et de réfléchir à d'autres investissements productifs. Il faut relancer l'agriculture. Le potentiel agricole de l'Algérie est bien connu depuis évidemment très longtemps, même depuis l'Antiquité, sans aller en tout cas aussi loin. L'Algérie a un potentiel en termes de tourisme tout à fait considérable. Des cadres ingénieurs algériens réussissent partout dans le monde et font le bonheur des sociétés étrangères qui les emploient en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient, etc. Il n'y a pas de raison que si on aide le secteur privé, mais véritablement si on l'aide, si on ne lui met pas toutes les 5 minutes des bâtons dans les roues, absolument, si le système bancaire est véritablement mis au service d'investissements productifs, si on renonce à certaines rentes de situation sur le plan commercial, en termes d'importation, évidemment c'est facile d'importer et puis d'être là et d'attendre que l'argent tombe, que de se mettre à investir de façon productive. Colloque à Paris sur le thème Algérie, quelle transition. Parmi les meilleurs défenseurs du régime algérien, Jean-Pierre Chevènement. L'ancien ministre a gardé des liens très proches avec l'Algérie, un pays qui ne va pas si mal que cela, si on l'écoute. Il est incontestable, et c'est ce que je dis souvent à mes amis algériens, intellectuels, romanciers, journalistes et autres, qui m'arrive aussi de rencontrer, je leur dis, vous avez quand même la chance d'avoir un État. Et oui, ça peut paraître rien, mais il vaut mieux avoir un État que de ne pas en avoir. Parce que l'absence d'État, c'est la catastrophe. Or, il y a un État algérien avec une administration territoriale de bonne qualité. Est-ce que c'est le rôle de la France de soutenir une dictature soft, certes, mais une dictature quand même? Moi, je pars du principe de non-ingérence. C'est-à-dire que nous n'avons pas à nous prononcer sur le régime de tel ou tel pays, etc. Je me suis borné à quelques constatations objectives, c'est qu'effectivement, c'est un système pluripolaire, pas très simple à résumer, assez complexe, et qui a une certaine plasticité. Mais je ne dirai rien de plus, parce qu'il ne m'appartient pas. Ce qui vous intéresse, c'est la stabilité alors de ce régime? La stabilité est souhaitable pour le peuple algérien d'abord, qui ne souhaite pas renouer avec les troubles de la décennie 1990. Une guerre civile qui avait fait plus de 200 000 morts à l'époque. Il faut aussi garder de bonnes relations avec Alger, incontournable dans la lutte contre le terrorisme. Il s'agit aussi d'éviter toute déstabilisation pour empêcher une nouvelle vague migratoire. Avec un président malade et muet, une économie mal en point, l'Algérie navigue à vue. La France surveille de près l'évolution de ce pays. L'ancien président algérien Boumedienne le disait autrement, les relations franco-algériennes peuvent être bonnes ou mauvaises, elles ne sont jamais banales. Les objectifs en tout cas semblent être les mêmes pour Paris et Alger. La sortie du tunnel pour l'Algérie. Voilà, la sortie du tunnel pour l'Algérie. Question toute simple, le baril du pétrole est à $40 aujourd'hui, si je ne m'abuse, des prix historiquement bas. Combien de temps peut tenir l'Algérie? C'est une Malti. Actuellement, ce qu'ils appellent le fonds de régulation des recettes, c'est un fonds qui est constitué dans lequel ils mettent toutes les recettes en provenance de l'impôt au-delà de $37 le baril. Alors, ce fonds-là devrait disparaître d'ici la fin de l'année. À côté de cela, il y a les réserves de change. Alors, les réserves de change, il y a 2 ans, début 2014, elles étaient de l'ordre de 200 millions de dollars, 194 exactement, je crois. Aujourd'hui, elles sont à 130. Donc, il y a déjà un peu plus de 60 milliards qui sont partis. Alors, à ce rythme-là, et si les prix du pétrole... Combien peut tenir très rapidement? 2 ans maximum. 2 ans maximum. 2 ans maximum. Après ça, c'est le FMI. On va taper à la porte du FMI. Yves Bonnet? Oui, ça c'est un épisode de la guerre du pétrole. Alors là, il faut regarder un petit peu plus à l'est. La politique de l'Arabie saoudite et celle des États-Unis, c'est tout simplement suicidaire. Et c'est suicidaire pour l'économie mondiale. Maintenir les cours du pétrole au niveau actuel est d'une absurdité totale. Alors, on connaît
on ne va pas faire un débat sur l'Arabie Saoudite et sur la politique américaine. Ils sont directement responsables de ceci et ils sont en train de créer pour d'autres, pas seulement pour l'Algérie, mais pour l'Iran, pour la Russie, pour le Venezuela, ils sont en train de créer les conditions d'un clash mondial que nous aurons tous à payer. Ceci étant, l'Algérie, à mon avis, a loupé dans les années 90, mais il est vrai que le contexte ne s'y prêtait pas. Le virage nucléaire, moi j'en avais à l'époque parlé au ministre Ben Achnou, que tu connais bien, il m'avait dit que ce n'était pas à l'ordre du jour. Je pense que l'Algérie recule l'échéance du nucléaire et de l'industrialisation. Ahmed Rosali, pourquoi l'Algérie n'a pas Elle a tort. Vous avez été ministre des Finances. Pourquoi l'Algérie n'a pas diversifié son économie, Monsieur le Premier ministre? Alors, je veux rester dans le... C'est dire avec des mots différents. D'un côté, nous voyez bien, on a parlé de crise en Algérie, comme si c'était quelque chose de nouveau, et puis on est passé directement au prix du pétrole, en faisant le lien, en laissant entendre que la crise est due au prix du pétrole. Ça, c'est la stratégie du gouvernement algérien, du pouvoir algérien, qui est en train de préparer, depuis 2 ou 3 ans, les Algériens. Le pétrole et le gaz, c'est quand même 98% des recettes. Et bien justement, et c'est là qu'est le problème. Le pouvoir politique algérien est en train de préparer les Algériens, le peuple algérien, à une réduction drastique, tragique, dramatique du train de vie, en leur faisant comprendre que la cause de ça, c'est le prix du pétrole. Et c'est là que réside le mensonge. Le problème de l'Algérie n'est pas le prix du pétrole. Yves l'a dit tout à l'heure. C'est quoi? Le prix du pétrole, c'est que la société algérienne vit avec une richesse qu'elle n'a pas créée. Une richesse qui est éphémère et qu'elle n'a pas créée. Le pétrole, nous ne l'avons pas créé. L'ingénieur qui est en face de moi vous le dira. Ce pétrole a été formé pendant des millions de siècles et nous sommes en train de le manger en 50 ans. Et 99% de nos importations, nous les finançons avec une richesse que nous n'avons pas créée. 75% du budget de l'État, Hossein Malti a parlé tout à l'heure du fonds de stabilisation, 75% viennent directement de la fiscalité pétrolière. Donc la tragédie, je veux dire, le scandale, et qui est en même temps une tragédie, le problème de l'Algérie, ce n'est pas le prix du pétrole, c'est que le gouvernement est totalement en faillite. Mais pourquoi on n'a pas diversifié? Vous avez été aux affaires. Vous pouvez pas vous étiez aux affaires. J'ai été ministre des Finances. Vous voulez que je... Premier ministre. Oui. Non, mais vous avez été aux affaires. Vous pouvez pas vous dédouaner non plus. Comment vous avez fait partie du sérail. Vous utilisez les arguments. Je vous pose la question. Non, dites-moi que l'argument... C'est la question que se pose. Dites-moi que l'argument que je présente est faux et vrai, d'accord. Mais ne répondez pas, ne faites pas de foi. Je vous pose la question. Vous êtes responsable. Non, je vous pose la question. Je ne suis pas responsable de ça. Non, monsieur, je ne suis pas responsable de ça. C'est un pouvoir qui a été en faillite totale parce qu'il n'a rien fait pour aider les Algériens à créer de la richesse. Voilà la réalité. Le prix du pétrole serait à $200 que nous aurions exactement le même problème. Oui, je crois que la raison, c'est que c'est la faillite non pas du pouvoir algérien, mais des élites algériennes qui, ont accaparé très très largement la rente pétrolière, et deuxièmement, contrairement à des pays comme la Tunisie et le Maroc, où il y a des phénomènes d'accaparement des richesses, mais où cet argent a été réinvesti dans les pays eux-mêmes, alors que il faut bien voir que les élites algériennes, dont le regard tourné vers l'extérieur, investissent dans tout l'immobilier parisien. On sait que ça a pris des proportions considérables. Aujourd'hui, c'est en Espagne, c'est dans le Golfe, etc. Et il n'y a pas eu, contrairement à ce pays qui est un pays profondément nationaliste, où le peuple algérien aime son pays, etc., eh bien, je crois que les élites algériennes l'ont quelque part abandonné et se projettent à l'extérieur. D'ailleurs, leurs enfants font leurs études à l'extérieur. Ils vont en vacances loin de l'Algérie. Et là, une fuite des cerveaux considérable, qui est bien plus grande qu'au Maroc, qui est bien plus grande qu'en Tunisie. Les Algériens ingénieurs dont on parlait tout à l'heure, qui travaillent qui sont compétents, qui sont talentueux, ingénieurs, que ce soit aussi des professeurs ou des médecins. Notre système médical en France, notre système d'enseignement dans les collèges repose sur des Algériens, parce que toutes ces élites quittent le pays. Et là, il y a une espèce de vide politique et culturel algérien qui fait fuir les meilleurs.
Voici le Malti, dans votre livre Histoire secrète du pétrole algérien, vous dénoncez la corruption qui entoure l'or noir et le gaz et la mainmise des Américains. Qu'est-ce que vous voulez dire? D'abord, l'industrie pétrolière, d'une manière générale, est une industrie américaine. Donc, vous retrouvez les Américains partout. Ça, c'est le point de départ. Mais ceci étant, depuis l'arrivée de M. Bouteflika à la tête en tant que président de la République algérienne, le secteur pétrolier on a failli le transférer totalement aux entreprises américaines en 2002, quand il y a eu la première loi sur les hydrocarbures, qui a été annulée finalement 4 ans plus tard, en 2006. Et la loi sur les hydrocarbures qui devait donc faire entrer les sociétés américaines, pouvaient exploiter le sous-sol. Qui a été proposée en 2002, celle que l'on a appelée la loi de Chekib Khalil, le fameux ministre de l'énergie, est une reproduction complète de la doctrine américaine qui avait été établie par George Bush à ce moment-là pour ce qui est de l'exploitation pétrolière aux États-Unis et dans le monde. Et 30% pour Sonatrach et tout le reste pour les entreprises américaines, en gros, c'est ça Non, la loi disait que toute entreprise qui a les moyens techniques et financiers pour entreprendre de la recherche pétrolière peut venir s'installer en Algérie avec pour seule obligation de proposer à la Sonatrach une participation de 20 à 30% maximum sur donc, le ou les gisements qu'elle découvre. C'est une dénationalisation. Une dénationalisation. Et la Sonatrach disposait de 20 jours pour accepter ou rejeter l'offre. Bon, c'est pas passé. C'est pas passé parce qu'il y a eu une bataille de clans. Mais elle a failli passer cette loi, et une fois qu'elle a été... Mais elle est passée. Oui, mais un an après, elle est passée, elle a été promulguée. Elle a été promulguée en 2005. Elle a été gelée une première fois en 2003, puis elle a été promulguée en 2005. Regardez ces images, c'est peut-être l'un des responsables. C'est Chekib Khalil, le ministre de l'énergie algérien de 1999 à 2010. Si on peut voir les images, voilà, en fuite depuis 3 ans et soupçonné de corruption. On parle d'un versement de 200 millions d'euros par une compagnie italienne, CPEM, en pot de vin à des proches de Khalil, en échange de 8 milliards d'euros de contrats signés avec Sonatrach. Un procès est en cours en Italie. Il est revenu en grande pompe, accueilli dans une zaouïa, une confrérie de l'islam soufi, du côté de Djelfa. Ça a été pris en Algérie comme une provocation, la preuve de l'impunité dont jouissent les proches du chef de l'État. Sid Ahmed Rosalis, c'est une affaire d'enterrer l'affaire Sonatrach en Algérie. Cet accueil en grande pompe de l'ancien ministre de l'énergie. Moi, je me méfie toujours de toutes les opérations de com qui consistent à focaliser sur une personne. Vous l'avez dit. Il est présumé innocent. Oui, justement, mais je m'en tire au fait. S'il est présumé innocent, ça ne veut pas dire qu'il est innocent. Bon, mais de toutes les manières, le problème ne se pose pas là. Il y a un procès, c'est des faits, qui se déroule en Italie et qui a établi qu'il y a une commission de 200 millions d'euros qui a été perçue sur le dos de qui? Sur le dos du contribuable algérien. Donc la question qui se pose, c'est pas de savoir si X ou Y est innocent ou coupable. La question qui se pose et qui démontre qu'il y a un scandale derrière, c'est que l'État ne s'est pas constitué partie civile. On revient toujours à la question de l'état de droit, finalement. Et oui, mais c'est-à-dire, en restant au fait, il y a une commission qui est énorme. Il y a eu un procureur qui a été chargé quand même. Il a été limogé. Oui, mais il a été limogé. Donc, le fait même que le pouvoir algérien, l'État algérien ne bouge pas, est déjà au moins une défaillance très grave. Deuxièmement, cette commission a été payée, ça s'est établi, dans un secteur qui a été dirigé par une personne connue pendant 12 ans. Donc, il était le responsable durant les faits. La moindre des choses, c'est qu'on l'écoute en tant que témoin. On n'a pas le droit de l'accuser tant que la démonstration est faite. Mais on l'écoute. On ne l'écoute pas. On ne se porte pas partie civile devant un acte. Donc, il y a certainement au moins complaisance, sinon complicité, de l'État algérien dans une affaire de corruption. Chekib Khalil, c'est un proche du président Bouteflika, c'est un ami d'enfance qu'on veut protéger. C'est quoi?
Ben oui, bien entendu. Non, mais vous parlez du retour de Cheikh Khalil. Moi, je pense qu'il y a beaucoup plus grave que ça. C'est pas uniquement le réhabiliter, mais je crois qu'on les destine à quelque chose d'autre. Ben, je ne sais pas, parce que vous savez, il y a des choses qui ne trompent pas. Bouteflika, à chacune de ses campagnes électorales, il les a démarrées dans une zaouïa. Et il s'appuie uniquement sur les zaouïas pour renforcer son pouvoir. Or là... Les confréries religieuses. Ouais. Oui, voilà ce gars-là qui débarque à Alger, et la première des choses qu'il fait, il va avoir une zaouïa. C'est quoi alors? C'est le futur Premier ministre, le futur président de la République algérienne, Cheikh Khalil? Peut-être. Alors, je ne sais pas. Il arrive à Alger, la première chose qu'il dit, je n'ai que la nationalité algérienne. Alors que, bon, tout le monde sait qu'il a la nationalité américaine. Mais néanmoins, il insiste tout de suite là-dessus parce qu'il y a une nouvelle constitution qui a été passée qui spécifie, entre autres, que pour certains postes, bon, le problème de la nationalité est important. Donc, moi, je vois quelque chose de beaucoup plus important que simplement sa réhabilitation. Nicolas Beau, en Algérie, l'argent du pétrole passe par l'offshore, par la corruption? Oui, naturellement. L'affaire italienne le prouve. Mais je voulais revenir sur Chakib Khalil. Bouteflika voulait nommer Premier ministre en 2009-2010. C'est à ce moment-là qu'il a été éclaboussé par une affaire judiciaire qui a été largement montée par des clans qui ne voulaient pas de son arrivée comme chef du gouvernement. Et aujourd'hui, on parle de lui déjà comme conseiller de Bouteflika. Et au-delà de tout ça, il y a quand même une grande indécence à avoir mis en scène son retour, alors que de fait, il y a des charges très lourdes qui pèsent contre lui. Et effectivement, pour l'expliquer, on est malheureusement obligé d'imaginer des scénarios comme celui dont on vient de parler, c'est-à-dire est-ce que c'est les intérêts américains, dont Chakib Khalil est très proche, qui ont permis cette mise en scène absolument incroyable à laquelle on a assisté. Ce sont les intérêts américains? Est-ce que ça a des implications politiques en Algérie, ces intérêts américains? Le dégommage du général Toufik, l'ancien patron des services secrets, est-ce qu'il est lié avec ces intérêts américains? Aussi le Malti. Pour moi, oui. Pourquoi? Pour moi, ce sont les Américains qui ont dicté Les Américains qui auraient dégommé le général Toufik? En tout cas, qui ont suggéré. Pourquoi? Parce qu'il y a eu deux choses. Il y a eu Tigentourine d'abord. Et à Tigentourine, il y a la prise d'otage la mort de 38 occidentaux dans le désert algérien. Mortar Belmokhtar est considéré, et M. Bonnet doit le savoir, comme étant quelqu'un qui a été manipulé par le DRS pendant longtemps. Et les Algériens ont réussi à convaincre les Américains que c'était un gars qui n'était pas dangereux. Il y a une ambassadrice américaine au Mali qui a fait une déclaration fracassante là-dessus. Bon, or, ce gars-là, voilà qu'il se retourne. Quelqu'un qui était manipulé, il se retourne contre eux et il fait ce qu'il a fait à Tigentourine. Et souvenez-vous, juste après ça, on a attendu des mois que M. Bouteflika rentre de maladie de France. Et à ce moment-là, il y a eu toute une série de décisions qui ont été prises. Évidemment, on a dit, bon, c'est le président de la République qui a décidé. Bien entendu, c'est lui qui a signé les décrets. Mais quand on sait tout ce qu'avaient fait les BP, Statoil, le MI6, la CIA qui est intervenu, tout ce qu'ils ont préparé, ils voulaient instaurer, mettre des sociétés de sécurité étrangères. Ils voulaient, enfin, il y a toute une série de choses qui prouvent que, et ce sont eux qui ont dit, bon, ça suffit. Ça. Yves Bonnet ? Oui, c'est l'affaire d'Ina Menas, mais moi je trouve qu'elle a, enfin personnellement, c'est mon avis d'expert entre guillemets, c'est qu'elle n'a pas été mal gérée par l'Algérie, elle a même été bien gérée. Ils sont passés à l'assaut directement. Il y a eu 38 victimes. Il y en a eu 38, oui, mais enfin il y avait des milliers de personnes. Hein, bon. Et je pense que très peu de gens auraient fait beaucoup mieux. Hein. Non, je pense que c'est une affaire que l'Algérie a bien gérée. Bon, et il faut la resituer d'ailleurs dans un contexte, ça aussi, il faut rappeler ce contexte général d'une coopération opérationnelle, excusez-moi, faire un peu de tautologie, mais entre la France et l'Algérie, qui est quelque chose de très nouveau, qui est quelque chose de tout à fait efficient, et si la situation ne s'est pas dégradée, c'est même largement rétabli, rien n'est acquis, ça, c'est clair. En Afrique subsaharienne, c'est bien parce que la France et l'Algérie coopèrent de manière tout à fait efficace. Maintenant, on a besoin de l'Algérie dans la lutte contre le terrorisme, au Sahel, en Libye et en France aussi. Oui, alors d'abord, sur la Libye, nous, on n'est pas très bien placés pour en parler. Hein, après la brillante initiative de M. Sarkozy, qui a foutu le bordel
dans toute l'Afrique, rien que ça. Mais oui, on ne peut pas se passer de l'Algérie et nous sommes aussi, nous, pour l'Algérie, un allié puissant. Parce que les Français ont un savoir-faire en Afrique subsaharienne qu'aucun autre pays ne possède. Je le dis sans aucun chauvinisme. Alors, quand on a parlé à propos de l'affaire Shakib Khalil, on a parlé des intérêts américains. Je voudrais simplement qu'on fasse le distinguo. On a tendance à confondre intérêts américains, je parle d'intérêts nationaux, qui ont leur propre légitimité. Là, on parlait des etc. multinationales américaines. Hein. Ni même les multinationales. Il s'agit de ce que Eisenhower a dénommé le complexe militaro-industriel. C'est-à-dire que ce sont les grandes industries, les fabricants d'armement et les pétroliers. Et les pétroliers. Et ça, il faut ajouter que ce sont des intérêts illégitimes. Et le premier à les avoir dénoncés, à avoir mis en garde le peuple américain contre ces intérêts-là, c'est Eisenhower lui-même, militaire de son État, président 2 fois, et dans son message d'adieu à la nation américaine qui était très court, il a dit « Je vous mets en garde », il s'adresse aux Américains, contre la menace de l'avenir contre notre démocratie, c'est le complexe militaro-industriel. Alors, quand on parle d'implication de ces intérêts, vous retrouvez les mêmes. Vous retrouvez même un ancien président des États-Unis, vous les retrouvez en Irak, comme vous les retrouvez en Algérie. Ce sont des intérêts illégitimes, ce sont des intérêts sectoriels illégitimes. Et c'est pour ça que leur intervention se traduit toujours par une généralisation de la corruption. C'est bien connu, les États n'ont pas d'amis, donc des intérêts. Et il y a les intérêts français. Comment vous voyez les relations franco-algériennes au niveau des affaires? Il y a eu des contrats signés lors de la visite de Manuel Valls, un train express régional du côté d'Annaba, une usine Peugeot qui doit arriver, ça n'a pas été signé. Mais si vous me demandiez de définir les intérêts... c'est gagnant-gagnant ou pas? Des relations algéro-françaises, oui. Elles sont bonnes lorsqu'elles servent les populations françaises et les populations algériennes. Je trouve que jusqu'à maintenant, ces relations sont très en deçà du niveau que méritent nos potentialités d'échange entre Maghrébins et notamment Algériens et les Français. Ce n'est pas des contrats avec le CAC 40, ce n'est pas le contrat genre cette usine Renault. Hein. L'usine Renault, il y a 60 ans, du temps de la colonisation, du temps du général de Gaulle, elle fabriquait une voiture avec 40% d'intégration. Maintenant, nous importons, nous présentons comme un fleuron de la coopération industrielle des voitures en pièces détachées. Voilà. Nicolas Beau. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. Bonnet sur cette coopération exemplaire avec la France, parce que je pense que François Hollande a privilégié vraiment la relation avec Bouteflika et seulement Bouteflika. Et par exemple, ceux qui s'occupaient vraiment de la politique africaine et antiterroriste, c'était traditionnellement le DRS, c'était les services algériens, qui au Mali, au Niger, etc., étaient présents. Et ils étaient absolument, majoritairement, totalement contre l'opération Serval au Mali. Ça, j'en suis absolument certain. J'ai eu des confidences très précises là-dessus. Les Français le savaient. Ils sont passés en force par cette relation avec Bouteflika, qui, à l'époque, voulait décapiter le DRS. C'était dans sa guéguerre avec les services. Donc, les Français ont pu passer en force. Mais ils ne l'ont pas fait du tout avec l'appui vraiment réel de l'appareil des services algériens. Et je pense qu'aujourd'hui, la coopération pourrait être bien meilleure. On n'a pas les mêmes échos. Vous n'avez pas les mêmes sources. Hein. Non. Si, si. La source du journaliste. Oui, oui non, bon, il connaît mes sources. Question essentielle, est-ce que l'Algérie est à un tournant aujourd'hui? Le système politique est bouché. La succession à Abdelaziz Bouteflika, on ne la voit pas aujourd'hui. Est-ce qu'elle est un tournant? Où va l'Algérie, en fait, Yassine Malti? Vous savez, on parle de transition. Il faut se souvenir qu'il y a à peu près 1 an, il y a une coordination de l'opposition dans laquelle il y a des partis, il y a des personnalités politiques, etc., qui a proposé justement que soit instaurée une certaine transition, une période de transition, enfin qui dure un certain temps, etc. La réponse qui est venue de la part du pouvoir, en l'occurrence de la part du chef d'état-major et vice-ministre de la Défense, l'armée est contre la transition.
Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va sortir les chars pour empêcher qu'il y ait... On se souvient aussi Et peut-être... le Premier ministre a dit pas besoin de transition vers la démocratie puisque nous sommes en démocratie. Voilà. Alors donc... Peut-être les Algériens ne veulent pas bouger pour le printemps arabe à cause du souvenir de la décennie noire, 1990-2000, armée algérienne contre islamistes armés, plus de 200 000 morts. Vous étiez Premier ministre en 92. 57 000, pas 200 000. 57, les chiffres, les chiffres varient. Les chiffres varient. 200 000 a été avancé par le président de la République. Vous étiez en poste, Sidi Ahmed Rosali, vous étiez en poste. Oui. Vous avez interrompu le processus électoral qui a conduit à... Bien sûr, vous le referiez aujourd'hui. Question de politique fixe, mais bien sûr. Mais bien sûr, mais la question ne se pose pas là. Et puis, on ne peut pas parler de l'arrêt du processus comme ça en 2 mots. Pas d'islamistes au pouvoir. Beaucoup parlent de... Mais j'avais 2 islamistes dans mon gouvernement. J'avais 2 islamistes dans mon gouvernement. Oui, c'était pas les plus méchants. Même des fondateurs du FIS. Non. Écoutez, le problème de l'Algérie, c'est que d'un côté, c'est un pays que Dieu n'a privé de rien. Le nord, c'est la Californie, le sud, c'est le Texas, avec quand même, quoi qu'on en dise, quand même des ressources humaines qui sont très importantes. La grande faillite de l'Algérie depuis l'indépendance, c'est que jusqu'à maintenant, nous n'avons pas résolu le problème de l'état de droit et le problème de la légitimité du pouvoir au sommet. Et tant que nous aurons un pouvoir qui refuse à reconnaître à la population le rôle qui est le sien dans la construction du pays, tant qu'on aura un pouvoir qui refuse la culture de l'état de droit, et quand on a un pouvoir qui refuse la responsabilité de rendre des comptes, eh bien, c'est un pouvoir qui est condamné à prendre de mauvaises décisions et à conduire l'Algérie vers le chaos. Malheureusement, l'Algérie est en train d'être conduite vers le Très rapidement, Nicolas Beau. Non, le pouvoir algérien avait répondu au printemps arabe de 2 façons. En achetant la paix sociale, des augmentations considérables en 2012, 2013. Mais là, s'il n'y a plus d'argent... Et là, aujourd'hui, il n'y a plus d'argent. Et la deuxième riposte, ça avait été d'augmenter considérablement les effectifs, notamment de la police. Or, aujourd'hui, l'appareil sécuritaire algérien est divisé depuis cette guerre qu'il y a eu entre les services algériens du fameux général Toufi et la présidence. Aujourd'hui, cet appareil sécuritaire qui était quand même la colonne vertébrale de l'Algérie, qu'on le veuille ou non, ce qui en faisait d'ailleurs très largement une dictature militaire. Aujourd'hui, il n'y a plus cette ossature. Une dictature soft, on n'assassine pas ses citoyens, mais on empêche de manifester, on n'accrédite pas des partis, on n'accrédite pas des associations, des journalistes. À l'époque de Boumedienne, c'était une vraie dictature. Et pendant les années, c'est plus soft. Pendant les années noires. Un régime autoritaire, comment on pourrait qualifier un régime autoritaire où il y a eu entre 50 et 200 000 morts, c'était quand même, c'était pas de tout repos. Mais donc, aujourd'hui, l'appareil d'État, au fond, n'est plus consensuel. Alors, c'était un pouvoir très collégial qui résolvait les plus grandes crises par cette collégialité et par cette recherche de consensus. Le consensus n'y est plus, l'argent du pétrole n'est plus là, donc on peut s'attendre à des secousses considérables qu'on voit des gens poindre en Kabylie, dans la région de Gardaïa, etc., dans les régions périphériques. On arrive à la fin de toute manière. Sidi Ahmed Rosali, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle votre livre Question d'État, paru aux éditions Casbah. Yves Bonnet, merci d'avoir accepté notre invitation. Votre dernier livre, je le montre, Le berger de Togourt, vérité sur les moines de Tibérine, paru chez Casbah également, aussi le Malti. Merci pour votre expertise. Je rappelle votre livre, Histoire secrète du pétrole algérien, paru aux éditions La Découverte. Nicolas Beau, merci d'être venu. Votre dernier livre, Papa Hollande au Mali, histoire d'un fiasco. Avant de terminer sur les relations entre la France et l'Algérie, citons le sociologue et anthropologue Jacques Berck qui écrivait, je cite, « Une étreinte historique aussi passionnée n'ont pas pu, de cette étreinte, résulter des liens profonds entre nos 2 peuples. » Le président Boumedienne le disait autrement, les relations franco-algériennes peuvent être bonnes ou mauvaises, elles ne sont jamais banales. Ou De Gaulle qui disait toute politique africaine de la France passe par la porte étroite de l'Algérie. La porte du Sud, oui. C'est la porte du Sud. C'est vraiment très beau et c'est très juste en plus. Voilà, c'est la fin de Sévère, c'est la fin de Ça vous regarde. Restez avec nous sur les chaînes parlementaires. Bye bye, à demain.
Droit de suite, présenté par Jean-Pierre Gracien, c'est dans un instant. 2 petites filles ont été violées et assassinées à 8 jours d'intervalle. Et moi, je veux savoir par qui. Alors vous ou un autre, je vous jure que ça m'est complètement égal. Ne dites pas ça, c'est pas vrai. Ah si. C'est pas vrai. Un raton ou un nègre violente les petites filles, c'est une affaire quelconque. Par contre, si c'est moi, maître